Imaginez la scène. Nous sommes en 2001, au Salon de Bâle, le temple mondial de l'horlogerie de luxe. Un homme s'avance devant une foule de journalistes et de collectionneurs. Dans sa main, une montre qui vaut le prix d'une maison de luxe, 120 000 euros. Un silence soudain, puis le son sec d'un objet qui percute le sol. Dans ce monde, on manipule les montres avec des gants en soie. On parle d'héritage, de fragilité, de tradition. Mais cet homme vient de briser la règle numéro 1. Il ramasse la montre, elle fonctionne parfaitement, pas une égratignure. À ce moment précis, Richard Mille ne vient pas de présenter une nouvelle montre, il vient de déclarer la guerre à toute une industrie. Le plus fou dans cette histoire, cet homme n'est pas horloger, il ne sait pas assembler un mouvement, il n'a pas de diplôme technique. Pourtant, en moins de 20 ans, il va réussir l'impossible. Rendre une montre en composite carbone plus désirable qu'une Rolex en or massif. Aujourd'hui, posséder une Richard Mille, c'est bien plus que lire l'heure. C'est détenir l'actif financier le plus rentable de la décennie. C'est le ticket d'entrée pour le club le plus fermé de la planète, où le prix moyen dépasse les 250 000 euros par pièce. Comment un Français de 50 ans, parti de rien, a-t-il créé l'empire le plus rentable de l'histoire de l'horlogerie ? Bienvenue dans l'étude de cas du plus grand génie marketing du XXIe siècle. Pour comprendre le succès de Richard Mille, il faut comprendre le mur auquel il faisait face. En l'an 2000, l'horlogerie suisse est une religion. Pour exister, vous devez avoir un nom qui date de 1800, une manufacture dans un village perdu des Alpes et un arbre généalogique rempli de maîtres horlogers. Richard, lui, n'a rien de tout ça. Il est né à Draguignan, dans le sud de la France. Son domaine, le marketing et la gestion commerciale. Il a passé sa carrière à vendre les bijoux des autres chez Mauboussin. Il n'a jamais tenu un tournevis d'horloger de sa vie. Et c'est précisément ce qui va terrifier ses concurrents. Là où les experts voient des complications mécaniques et de la tradition, Richard voit des clients qui s'ennuient. Il comprend une chose que Patek Philippe ou Rolex ont oubliée, les nouveaux milliardaires de la tech et du sport ne veulent pas la montre de leur grand-père. Ils veulent un objet qui ressemble à leur vie, rapide, technologique et indestructible. À 50 ans, là où la plupart des gens préparent leur retraite, Richard Mille décide de tout miser. Il s'associe avec Dominique Guenat et va voir les meilleurs ingénieurs du secteur avec une demande absurde. Oubliez tout ce que vous savez sur les montres. On ne va pas fabriquer un bijou, on va fabriquer une machine de guerre. Les puristes crient au scandale, les banquiers rigolent. Mais dans l'ombre, Richard s'apprête à signer le contrat le plus stratégique de l'histoire de la mécanique. Il est temps de construire la Formule 1 du poignet. Pour Richard Mille, une montre ne doit pas être posée sur un coussin de velours. Elle doit vivre à 300 km/h. Son idée de génie est simple, mais personne n'avait osé le faire. Transférer l'ingénierie de la course automobile de haut niveau au poignet. Pour rendre ce rêve réel, Richard va voir les ingénieurs de chez Audemars, Piguet Renault et Papy. Ce sont les forces spéciales de l'horlogerie. Il leur impose un cahier des charges qui semble impossible. La montre doit être squelettée, c'est-à-dire totalement transparente, mais elle doit résister à des chocs qui briseraient n'importe quelle autre montre de luxe. C'est ici que Richard Mille justifie ses prix. Il abandonne l'or et le platine, jugés trop lourds et trop vieux. À la place, il importe des matériaux venus de l'aérospatiale, le titane grade 5, le carbone TPT, ou encore l'alucique, un alliage utilisé pour les missiles. Chaque gramme de ces matériaux coûte une fortune en recherche et développement. Et puis, il y a cette forme, le boîtier tonneau. Incurvé pour épouser parfaitement le poignet, il devient instantanément reconnaissable. À 50 mètres de distance, même un néophyte sait que vous portez une Richard Mille, c'est l'uniforme ultime de la réussite moderne. Mais avoir une belle technologie ne suffit pas. Pour prouver que ces montres sont indestructibles, Richard va avoir besoin d'un cobaye. Et il ne va pas choisir n'importe qui. Il va choisir l'homme qui frappe le plus fort sur un court de tennis, Rafael Nadal. Dans le monde du tennis professionnel, porter une montre en match est une hérésie. C'est lourd, ça déséquilibre le geste, et les vibrations du tamis finiraient par pulvériser le mécanisme en 10 minutes. Quand Richard Mille contacte Rafael Nadal pour la première fois, la réponse du Majorquin est catégorique. C'est impossible. Je ne porterai jamais de montre sur un court. Richard ne se décourage pas. Il utilise une technique de vente redoutable, l'ancrage. Il fait d'abord essayer à Nadal une montre en or massif, extrêmement pesante,
Nadal rigole et confirme « Tu vois, c'est trop lourd ». C'est là que Richard sort son arme secrète, la RM 027. Un tourbillon qui pèse 18 grammes. Bracelet compris. C'est moins lourd qu'une lettre de la poste. Mais la légèreté n'est rien sans la résistance. Un service de Nadal génère une accélération de plusieurs milliers de G. Pour Richard Mille, c'est le laboratoire ultime. Si la montre survit au bras de Nadal pendant une finale de Grand Chelem sous 40 degrés, elle peut survivre à n'importe quoi. En 2010, Nadal gagne Roland-Garros avec la montre au poignet. Richard Mille vient de réussir le plus gros coup marketing de l'histoire. Il n'a pas payé pour une affiche dans le métro, il a obtenu une visibilité mondiale organique sur chaque photo de victoire pendant 15 ans. C'est ce qu'on appelle un placement de produit actif. La montre n'est pas un accessoire, elle fait partie de la performance. Grâce à Nadal, le monde entier sait que Richard Mille est indestructible. Mais une question brûle toutes les lèvres. Comment peut-on justifier de vendre une montre le prix d'une villa en bord de mer ? On entre dans la psychologie sombre du luxe. Dans n'importe quelle industrie, pour fixer un prix, on calcule le coût des matériaux, de la main-d'œuvre et on ajoute une marge. Si vous faites ça avec une Richard Mille, vous tombez sur un problème. Même avec le carbone le plus rare et les ingénieurs les plus chers, rien ne justifie techniquement un prix de 2 millions d'euros. Rien. Richard Mille a compris une loi fondamentale du luxe extrême. Le prix n'est pas une conséquence, c'est un argument de vente. En fixant des prix de départ à 4 000 euros et en montant rapidement à plus d'1 million, il ne cherche pas à être juste. Il cherche à créer une barrière. Si vous portez une Richard Mille, vous n'indiquez pas que vous avez du goût. Vous indiquez que vous avez survécu à la sélection naturelle de la richesse. C'est la technique de l'ancrage. En lançant des pièces ultra limitées à des prix records, comme la RM 5602 en saphir à 2 millions, Richard Mille déplace votre perception du cher. Soudain, une montre à 150 000 euros semble accessible, presque raisonnable. Il a réussi à faire de ces modèles d'entrée de gamme des bonnes affaires pour multimillionnaires. Mais le vrai génie, c'est d'avoir transformé ces montres en actifs financiers. Puisque la production est limitée à environ 5000 pièces par an, la demande écrase l'offre. Résultat, une Richard Mille achetée hier vaut souvent 30% de plus aujourd'hui sur le marché de l'occasion. Ce n'est plus une dépense, c'est un investissement plus performant que l'or ou l'immobilier. Ce positionnement tarifaire agressif a fini par attirer une nouvelle caste de clients, des gens qui ne se cachent plus pour montrer leur fortune, des sportifs aux rappeurs. Richard Mille est devenu l'uniforme officiel de la nouvelle économie. Pendant des décennies, le vrai luxe était discret. On appelait ça le quiet luxury. Mais les années 2010 ont tout changé. Une nouvelle génération de millionnaires est apparue. Des entrepreneurs de la tech, des crypto-investisseurs, des stars du streaming et des athlètes de haut niveau. Pour eux, une Rolex est devenue trop commune. Ils veulent quelque chose qui crie leur succès à 10 mètres de distance. Le coup de grâce est venu de Netflix. Avec le succès planétaire de la série Drive to Survive, la Formule 1 est devenue ultra glamour. Et que voit-on sur le poignet de chaque pilote, de chaque directeur d'écurie McLaren ou Ferrari ? Une Richard Mille. La marque n'est plus seulement une montre, elle est devenue l'emblème de la performance ultime et de la vitesse. Mais l'influence ne s'arrête pas au circuit. De Jay-Z à Pharrell Williams, en passant par Neymar, Richard Mille devient le Graal cité dans les textes de rap. Pharrell va même jusqu'à co-concevoir un modèle. Pourquoi ? Parce qu'une Richard Mille ne ressemble à rien d'autre. C'est une pièce d'art brutaliste, une sculpture technique qui dit « J'ai réussi selon mes propres règles ». Le résultat est sans appel. Sur les plateformes de revente, 60% des acheteurs de Richard Mille ont moins de 25 ans. C'est un séisme pour l'industrie. Richard Mille a réussi là où tous les autres ont échoué. Il a rendu l'horlogerie cool pour la génération Z, même si cette dernière doit débourser le prix d'un appartement pour y accéder. Mais derrière les strass et les paillettes, il y a une réalité économique brutale. Comment une si petite production peut-elle générer autant d'argent ? Accrochez-vous, car les marges de Richard Mille vont vous donner le vertige. Pour n'importe quel chef d'entreprise, la croissance passe par l'augmentation du volume. Mais Richard Mille n'est pas un chef d'entreprise comme les autres. Rolex produit environ 1 million de montres par an. Richard Mille, à peine 5600. C'est dérisoire. Mais c'est précisément ce chiffre qui crée son incroyable rentabilité. Regardons les chiffres.
Avec une production aussi faible, mais un prix de vente moyen de 270 000 euros, la marque génère plus d'1,5 milliard de chiffre d'affaires annuel. Les experts estiment sa marge opérationnelle à près de 40%. À titre de comparaison, c'est plus élevé que la plupart des géants de la tech ou de la mode ultra luxe. Chaque montre vendue est une mine d'or pure. Cette rentabilité insolente lui permet de rester indépendant. En 2013, le groupe Kering, qui possède Gucci, a tenté de racheter la marque. Richard Mille a dit non. Pourquoi ? Parce que l'indépendance est son luxe ultime. Il n'a pas de compte à rendre à des actionnaires qui demandent des profits trimestriels. Il peut se permettre de jeter des montres par terre ou de maintenir un contrat avec un athlète blessé, simplement parce qu'il en a envie. Richard Mille ne vend pas de montres, il alloue des privilèges. Dans ses boutiques, l'argent ne suffit pas. Vous devez souvent montrer patte blanche, prouver que vous êtes un vrai collectionneur. En créant cette frustration, il s'assure que la valeur de ses produits ne chutera jamais. En 2022, à 71 ans, le maître du marketing a pris sa retraite, laissant derrière lui un empire valorisé à plus de 10 milliards d'euros. Mais quelles leçons devons-nous tirer de cette ascension fulgurante ? Alors, qu'avons-nous appris ? L'histoire de Richard Mille n'est pas celle d'un homme qui a fabriqué de meilleures montres que les autres. C'est l'histoire d'un homme qui a refusé de jouer selon les règles établies. Il n'a pas essayé de battre Rolex sur le terrain de la tradition, il a créé un nouveau terrain de jeu où il était le seul joueur. La leçon est claire pour tout entrepreneur ou créateur. Dans un marché saturé, l'excellence technique ne suffit plus. Ce qui compte, c'est la radicalité de votre positionnement. Richard Mille a utilisé le prix comme un filtre, le marketing comme une preuve et la rareté comme une religion. Il a transformé un simple objet mécanique en un symbole d'appartenance à l'élite mondiale. Aujourd'hui, la marque vaut plus de 10 milliards d'euros, mais une question reste en suspens. Est-ce que cette bulle peut exploser ? Ou est-ce que Richard Mille a définitivement changé notre rapport au luxe ? Si demain vous aviez 500 000 euros de libre, feriez-vous le choix de l'investissement immobilier ou celui d'une montre de sport indestructible ? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, je lis absolument tout. Si cette analyse vous a appris quelque chose, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour ne pas rater la prochaine étude de K-Business. C'était un plaisir, on se retrouve très vite.